Donc, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui en direct de l'UQAM. Donc, mon nom est François Audet. Je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Je suis également professeur à l'École des sciences de la gestion ici à l'UQAM. Il me fait plaisir de vous accueillir en format hybride. Donc, bienvenue à celles et ceux qui sont dans la salle. C'est notre premier événement hybride pour notre programmation des conférences diplomatiques qui sont soutenues par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Donc, merci de vous être déplacés en chair et en os. On salue aussi toutes celles et ceux très nombreux qui sont dans notre salon virtuel, évidemment, c'est le concept hybride. Alors, bienvenue parmi nous et je suis convaincu qu'on saura se voir officiellement aussi en 2022, souhaitons-le. Conférence d'aujourd'hui, donc, qui porte sur Haïti. C'est une conférence ou une activité qu'on voulait faire sur Haïti qui date depuis très longtemps. On a eu beaucoup de conversations avec nos fellows, avec notre président là-dessus, évidemment, un contexte qui s'est beaucoup dégradé ces dernières années. Alors, on devait absolument, à l'Institut et avec la communauté académique et nos partenaires, trouver un moyen de pouvoir avoir une conversation sur Haïti afin d'élaborer, d'avoir des idées à tout le moins pour explorer la dimension de la solidarité, étant donné et malgré le contexte en Haïti. Je précise tout de suite que cet événement est enregistré, donc tant pour les gens dans la salle ici que pour notre salle virtuelle. Donc, évidemment, ce qui fait en sorte que le vidéo sera repris dans nos différents médiums, notamment, évidemment, sur notre chaîne YouTube. Le titre de la conférence, donc, comme je le mentionnais rapidement dans ce petit contexte, comment traduire en actes les liens de solidarité avec Haïti, malgré ou étant donné le contexte qu'on connaît, évidemment, et pour lequel des gens, dans les prochaines minutes, beaucoup plus qualifiés que moi, pourront justement nous parler. Notre activité est divisée en deux parties. Donc, une première partie, un entretien, et deuxième partie, un panel. Alors, je vais me permettre tout de suite d'introduire notre animatrice et la modératrice de la seconde partie, parce que, étant donné le contexte, évidemment, de la pandémie, on veut éviter les va-et-vient ici sur la tribune. Alors, il me fait extrêmement plaisir de saluer la présence et je te remercie beaucoup, Martine, mon ami, d'avoir accepté, Martine Saint-Victor, d'avoir accepté notre invitation à animer ce panel. Je me permets de te dire quelques mots sur toi. Donc, Martine, tu es nouvellement directrice générale d'Edelman Montréal, stratège en communication bien connue. On te voit dans beaucoup de médias, la presse, la Gazette, Montréal, Radio-Canada, évidemment. Je crois que c'est un euphémisme de dire que tu es proche de tes racines haïtiennes. On a d'ailleurs, toi et moi, été en séjour ensemble dans le nord d'Haïti. Et aussi, je suis fier de dire que nous sommes, avec d'autres évidemment, mais sur le conseil d'administration de la Fondation Campé, donc évidemment qui s'implique dans le plateau central en Haïti. Donc, pour toutes ces raisons, tu es évidemment une excellente candidate pour animer ce panel. Merci beaucoup de te prêter au jeu. Avant, évidemment, de t'inviter, je vais maintenant introduire nos invités de la première partie. En fait, saluer et remercier d'entrée de jeu M. Voltaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, M. Franz Voltaire, merci beaucoup d'être là. Évidemment, je rappelle tout de suite d'entrée de jeu que vous êtes diplômé de l'UQAM. Donc, bienvenue chez vous, évidemment, diplômé de sciences politiques par ailleurs. Donc, je salue d'ailleurs la doyenne de la faculté de sciences politiques et droit qui est avec nous. Monsieur Voltaire, donc, vous êtes documentariste, historien, politicologue. Vous êtes aussi président fondateur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages, notamment Black Powers in Haiti et A Brief History of Blacks in Canada. Et je sais que vous vous rendrez plus tard cet après-midi, d'ailleurs, au Salon du Livre. Alors, évidemment, vous avez une journée très chargée. Mais avant d'aller au Salon du Livre, évidemment, on va s'entretenir avec vous et ça sera fait par le président de l'IEIM, donc Bernard de Rome. Merci beaucoup, Bernard, d'être encore là aujourd'hui. Merci pour ton indéfectible engagement envers l'Institut. Et puis, messieurs, je vous laisse vous asseoir et commencer l'entretien. Merci beaucoup. Bon. Juste m'assurer que j'ai un bon minutage.
Alors, bonjour, toutes et tous. Franz Voltaire, je vais vous faire, je peux y aller très spontanément. D'abord, merci d'accepter cette invitation-là. Merci à vous. Moi, ce n'est pas le premier échange que j'ai la chance ou l'occasion d'avoir sur le sujet, sur Haïti. Je suis embêté un peu aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, et ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion de traiter de la question, et à chaque fois, on a l'impression de répéter les mêmes questions. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Qu'arrive-t-il? Qu'en est-il du gouvernement? Qui est derrière ça? C'est de la corruption? Où est la solidarité internationale? Qu'est-ce qu'on fait, etc.? Quel est l'avenir? Bon, et alors, c'est une succession d'histoires d'horreur. Je m'excuse, on dit qu'Haïti, bon, c'est le chaos complet. Je trouve que le mot est un peu faible, vous ne trouvez pas? En ce moment, surtout en ce moment, avec d'autant plus en plus des problèmes économiques, politiques et sociaux. Il y a bien sûr l'assassinat d'un président, il y a eu cette tempête tropicale, il y a eu aussi le tremblement de terre au mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-ci? Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir posé ces questions-là à répétition. Bon, d'abord, merci pour m'avoir invité ici, merci à l'Institut. Je dirais qu'il faut aller au-delà des clichés, c'est-à-dire comprendre à la fois comment tout cela s'est produit, à la fois dans l'histoire contemporaine d'Haïti, on peut trouver les racines de ces problèmes déjà à partir de ce que j'appellerais l'occupation américaine d'Haïti, qui a été une occupation militaire entre 1915 et 1934, et où, au-delà des intérêts géostratégiques des Américains à l'époque pour le contrôle du canal de Panama, la question essentielle du point de vue économique a été la transformation d'une économie paysanne qui était basée sur l'exportation essentiellement du café après l'indépendance d'Haïti, parce que c'était plus facile de produire du café. Bon, c'est trop long à expliquer. L'industrie sucrière s'est effondrée parce que, d'abord, il y a eu cette destruction totale durant ce que j'appellerais, c'est-à-dire l'expédition de Napoléon. Ça a été une guerre totale. On n'a qu'à aller dans les archives pour voir que, pour les Français, l'idée était de l'expédition de Napoléon. Et ça a duré jusqu'après le congrès de Vienne, c'est-à-dire jusqu'au moment où la France va faire payer Haïti en 1825. C'est l'équivalent, suivant Thomas Piketty, l'économiste français, c'est l'équivalent de plus de 20 milliards de dollars que Haïti a dû payer pour être reconnu. Mais plus que cela, la guerre... Qui payait cher son indépendance. Tout à fait. Et pour un pays qui a gagné la guerre, c'est quand même étrange. Deuxièmement, la destruction physique de toute pendant la guerre a été totale. C'est-à-dire c'est un pays qui est parti de rien. Durant la colonie, il y avait très peu de cadres parce qu'on exigeait, il n'y avait pas d'école supérieure, contrairement, par exemple, aux colonies espagnoles, où il y avait des universités dès le départ. Donc, c'est un pays qui est parti, je dirais, après une guerre de destruction totale, tabula rasa, sans rien. Les élites ont pu maintenir un semblant d'État. Et très rapidement, Haïti est devenu la proie, et surtout à la fin du 19e siècle, de ce qu'on a appelé la politique de la canonnière. C'est-à-dire à chaque fois, par exemple, il y a un incident qui est très fameux pour les historiens politiques haïtiens, c'est l'affaire un commerçant allemand, pour un détail, s'est fait interpeller par un Haïtien qui dit que voilà, on a volé mon carrosse. Bon, il y avait cet incident, et l'incident est devenu un incident diplomatique majeur. L'Allemagne envoie sa canoë, dit je vais faire sauter votre palais et la ville si vous ne payez pas. La rançon a été pratiquement de l'équivalent de 2 à 3 millions d'aujourd'hui. Or, ça n'avait rien au départ. C'est quand on lit les journaux allemands, on se rend compte qu'effectivement, c'est un débat qui se fait en Allemagne sur la nécessité de construire une flotte pour faire face à l'Angleterre. Donc, les journaux allemands conservateurs disent « Regardez, un petit pays comme ça nous méprise, tout ça parce que nous n'avons pas les moyens de nous imposer. » Donc, pendant tout le 19e siècle, ça a été le cas. On peut parler de l'amiral Rubalcaba, espagnol, les Français. Bon, l'occupation américaine, sa finalité économique a été d'abord de déplacer
le commerce allemand, de déplacer le commerce français, et c'est la Citibank qui va prendre contrôle de la banque. En Haïti, cela va durer pratiquement jusqu'en 1935, quand Haïti rachète la dette, mais les Américains restent encore jusqu'en 1947. Et de se mettre de plein pied en Haïti aussi. Oui, et de plein pied en Haïti, quel est l'intérêt économique? Les gens se sont posé la question. C'est qu'en fait, dans une économie où le sucre commence à se... On relance l'économie du sucre à la fin du 19e siècle. Deux grands pays producteurs et sous domination américaine, la République dominicaine et Cuba. 300 000 Haïtiens dans une population d'1 500 000 sont déplacés vers Cuba. Vers la République dominicaine, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'il y a ce qu'on appelle en bas-fil, c'est-à-dire la possibilité, vu la contiguïté de l'île, de gens de déplacer. Donc on se rend compte qu'une des finalités économiques a été l'exportation de la main-d'œuvre haïtienne, ce qui crée les bases de ce qu'on après on appellera la diaspora. C'est-à-dire, on va envoyer des milliers de gens, parce que la canne, vous savez, c'est une graminée, c'est difficile à couper, donc, et comme il n'y a pas d'autre main-d'œuvre, puisque nous sommes en pleine guerre mondiale, jusqu'en 1918, on va expédier cette main-d'œuvre haïtienne vers Cuba et la République dominicaine. Autre élément, l'occupation américaine, il y a un semblant de modernisation, mais qui ne touche que les villes. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu une transformation de la société haïtienne. Il y a eu la construction d'un ensemble politique. Il y a, et je vais m'arrêter là pour l'instant, il n'y a eu qu'une tentative de modernisation, c'est sous le gouvernement du Marseille estimé. Cette tentative de modernisation va faire que durant ce gouvernement, qui ne reçoit pas d'appui international, et c'est intéressant quand elle construit ce qu'on appelle la Cité de l'Exposition, quand elle organise une exposition internationale en Haïti entre 1949 et 1950, et estimé régularise la situation avec la République dominicaine, commence à vouloir réglementer. Là, il ne dure que 4 ans. Et vous êtes en train de dire que c'est le seul moment un peu éclairci dans la destinée d'Haïti? Tout à fait. C'est peut-être, non, d'éclaircie contemporaine. Et ce gouvernement a pu, en 4 ans, faire plus que tous les gouvernements de 1915 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une petite éclaircie, il est défait par l'armée. Mais vous disiez tout à l'heure, on a réussi à maintenir un semblant de pays. Est-ce que c'est encore un semblant de pays en ce moment? Ou c'est même encore non, pire? Il y a un effondrement. Hein? C'est pire que ça, je veux dire. Tout à fait. Il y a un effondrement des institutions. Il y a estimé avait pu commencer à faire des transformations institutionnelles, établir un certain nombre de lois, mais estimé, il ne dure que 4 ans. Un gouvernement militaire se met en place rapidement. Et il a continué, sur le fond, quelques réformes d'estimé. Mais après, l'arrivée des Duvalier transforme complètement et donne lieu, je dirais, à un exode massif. D'abord en 1961, quand Duvalier va favoriser le départ de milliers de professeurs, de professionnels vers le Congo. Les cerveaux, vers le Congo d'abord, et puis après ça va s'accélérer vers les États-Unis, le Canada, constituant ce que l'on appelle la diaspora haïtienne, et surtout le fait que c'est au Canada, aux États-Unis, en France, qu'on retrouve aujourd'hui ce qu'on peut appeler la majorité de la classe moyenne haïtienne. Or, comment mettre en place un régime démocratique sans classe moyenne, sans professionnels, sans ouvriers qualifiés? Il en existe en Haïti, mais je dirais, il existe peut-être plus de médecins haïtiens aux États-Unis et au Canada qu'en Haïti. Donc ça, c'est un énorme problème. Et je dirais, les Duvalier n'ont pas mis en place une politique de modernisation. Estimé avait vu, en 1949, il a créé le ministère du Tourisme, la possibilité que le tourisme devienne, je dirais, un élément pour l'accumulation de capital, pour la modernisation, et que l'exposition n'était pas simplement une exposition qui a donné aussi de la fierté aux gens, mais était de donner une façade maritime à la capitale et donc de créer les bases d'une industrie touristique. C'est au même moment que se développe l'industrie touristique dans la Caraïbe. Et donc l'Haïti a peut-être une longueur d'avance à ce moment sur la République dominicaine, mais tout cela va s'effondrer avec l'arrivée des Duvalier. Et par la suite. Oui, bon, c'est le chaos. On va de putsch en putsch, de crise en crise, de renversement en renversement. Maintenant, évidemment, ce sont les enlèvements contre rançon, etc., etc., etc. Depuis 3 jours, depuis mercredi, il y a un nouveau gouvernement. Il y a un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut penser? Moi, je vais vous dire... Le gouvernement, c'est un nouveau gouvernement. C'est intéressant. Moi, j'ai pris la
de tous les ministres qui sont nommés, on est en place de viande faisandée. C'est-à-dire ce sont tous des gens qui ont participé à un titre ou à un autre, beaucoup comme ministres, auparavant, et on ne voit pas en quoi ils vont apporter, même au niveau sectoriel, sur comment résoudre, je dirais, le problème majeur aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. On ne voit pas comment ils vont être capables de mettre sur pied, sans résoudre la question sécuritaire, le problème d'élection. Et je ne parle pas de la question électorale, c'est-à-dire sans résoudre ces questions, poser la question des élections aujourd'hui est une question un peu abstraite. Ce matin, moi je découvre, bon, c'est à la fois une amie, mais c'est à la fois quelque chose de plus important. L'ancienne femme du président Préval a été kidnappée avec son mari actuel, c'est bon. Et c'est la, oui, mais c'est la propriétaire aussi de peut-être d'une des 2 seules librairies encore existantes en Haïti. Comment voulez-vous que cette ville qui a commencé à pratiquement disparaître, je parle de la ville actuelle, non seulement avec le tremblement de terre, mais bien avant, parce que le tremblement de terre, la catastrophe est une catastrophe, je dirais, naturelle, parce que d'abord, on sait depuis très longtemps, depuis 1779, il y a eu des règlements faits à l'époque coloniale que cette ville, qu'il fallait construire en respectant certaines normes, parce que le site où est construite cette ville est un site à risque. On le savait. Pourtant, bon, rien n'avait été fait. Et rien n'est fait non plus. On a 2e tremblement de terre. Donc ce sont des questions qui nécessitent l'existence d'un État. Et moi, je dirais, j'avais un ancien professeur d'ici, j'ai eu l'occasion d'éditer ses livres, c'était un grand ami, André Corten, on a publié son livre qui parlait de l'État faible à partir d'Haïti. Maintenant, on ne peut plus parler d'État faible. Il y a un effondrement institutionnel et donc on se rend compte qu'au milieu de la capitale, on vient de nommer quelqu'un comme secrétaire à la présidence, il ne peut pas rentrer dans le palais national facilement. Donc on se rend compte qu'il y a effondrement institutionnel. Le jour de l'assermentation des nouveaux ministres, là, je vais citer ce que dit le Premier ministre Ariel Henry, il dit « Avec l'installation d'un nouveau gouvernement, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période intérimaire. » Il n'y a pas une contradiction là-dedans, quelque part? Bon, tout à fait. Je pense que M. Henry n'a pas de légitimité. Il est reconnu, certes, par la communauté internationale, mais on est en face d'une crise constitutionnelle aussi profonde. Même quand les gens ne voient pas le problème constitutionnel, je crois que nous avons M. Claude Moïse, qui est un historien des constitutions haïtiennes, a souligné le fait, écoutez, même pour un gouvernement de bandits, il faut quand même établir des règles de fonctionnement. Or, on est en face d'une crise institutionnelle profonde. Il n'y a aucune autorité légitime, mais pas plus que légitime, même la base de l'égalité peut être contestée. Certes, quand vous avez l'effondrement, un accord politique global aurait pu avoir lieu, mais en même temps, on se rend compte que l'accord politique, on en est loin d'un accord politique parce que ça impliquerait redéfinition du rôle de l'État, redéfinition des institutions, mise en place d'un certain nombre de règles de fonctionnement. Et par ailleurs, on a un problème, celui de la sécurité publique, c'est-à-dire quand c'est un chef de gang, et d'ailleurs qui a pu avoir une consolidation de certains gangs, c'était le fameux G9 et famille, eh bien, on questionne le fait que Mme Lalime, qui est supposée être jusqu'à présent la représentante de l'ONU, qui est une ancienne ambassadrice américaine, que Mme Lalime, au moment, il y a plus d'1 an, disait que la constitution du G9, donc de ce rassemblement de gangs, était quelque chose de positif. Alors on est prisonnier de ce qu'on déclare aussi. Quand ces gangs maintenant sont devenus autonomes, parce qu'avec le kidnapping, ils se rendent compte très vite, les subsides donnés par l'État ou par ce qui reste apparent de cet État ne sont plus faciles à trouver et que c'est peut-être plus facile entre le trafic de drogue, les gangs.
Mais les Haïtiens se posent une question fondamentale, c'est-à-dire d'où viennent les armes. On n'est pas en Libye où le régime de Kadhafi avait pu accumuler des réserves d'armes importantes, on n'est pas en Syrie, on n'est pas en Irak, où il y a des dépôts de munitions et d'armes. C'est-à-dire, les gens se posent la question que même si vous avez des armes, et les armes, ce sont des armes automatiques américaines, les munitions, il faut quand même qu'elles viennent de quelque part. Il n'y a pas de production de munitions en Haïti. Je pense qu'on peut fabriquer un pistolet dans un atelier quelques ateliers, mais fabriquer un M16, c'est déjà difficile. Et d'où viennent les munitions? Comment peuvent-ils rentrer dans la capitale sans contrôle? Mais dites-moi, là, c'est un peu brutal ce que je vous demande, mais est-ce que ce gouvernement-là, en ce moment, est en mesure, est-ce que, comme disait encore Ariel Henry, que les choses doivent changer dans notre pays, disait-il, dans sa façon de faire, dans notre façon d'être, notre façon de vivre ensemble, dans notre façon de partager ce que nous avons? Est-ce que ce gouvernement-là est en mesure de faire quelque chose, de changer la donne, je ne sais pas moi, d'ouvrir un peu, donner... Mon opinion personnelle, c'est non. C'est mon opinion personnelle. Ben ouais, mais disons, c'est basé sur le fait que ce gouvernement est là depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, qu'on a des doutes sur des membres de ce gouvernement, qu'il y a eu des écoutes électroniques sur le Premier ministre. On dit qu'il a été en contact avec moins d'1 heure de temps après l'assassinat du président. Oui. On se demande, et ça c'est l'opinion publique, on se demande, on dit, mais attendez, le FBI, les instances judiciaires et policières colombiennes, les instances dominicaines, il y a des enquêtes. Plusieurs mois après, aucune information ne passe. Or, ce gouvernement qui est là, il avait comme mandat, en faisant alliance avec une certaine opposition politique, de constituer un gouvernement d'ouverture. Bon, là, on se rend compte que la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire, en fait, moi, je prends toute la liste de gens qui sont nommés, sont d'anciens ministres, ils ont fait pratiquement, je vois des bonhommes, parce qu'il y a peu de femmes qui ont été nommées, je pense et un poste mineur de secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Mais tous ces gens qui sont nommés ont été aux affaires publiques. Et aucun d'entre eux n'a un programme. On les écoute dans leur discours d'investiture. Aucun d'entre eux n'a aucun programme. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'exode des cerveaux, à l'époque, peu après l'arrivée de Duvalier, en 1957. En ce moment, moi, je vous amène sur un autre terrain, celui des migrants, actuellement. Je veux dire, c'est dramatique. Moi, j'ai été estomaqué par un reportage que j'ai lu dans le Globe and Mail il y a 2 jours, dont on parlait du Darien Gap. Vous savez, là, cette jonction, petit bout de terre de 106 km entre la frontière de Colombie et puis le début du Panama. Mais c'est terrible. Je veux dire, ces gens-là qui se disent, ben oui, je veux recouvrer ma liberté, je veux me rendre aux États-Unis, il y a encore 2000 km à faire dans une brousse, une terre sauvage, sans merci. Et une fois rendu au Mexique, encore un 2000 km, et soupçonnant ou ne sachant peut-être pas qu'ils vont devoir revenir dans leur pays, qu'ils veulent quitter. Bon. Mais Bon, on est en face d'un phénomène qui est comparable à ce qui se passe en Méditerranée, oui, à ce qui se passe avec les migrants kurdes, avec les migrants aux frontières de l'Europe, entre la Biélorussie et la Pologne. On est en face donc d'un problème majeur. Il faut se rendre compte qu'à partir du gouvernement de Lula, quand la migration était un peu fermée, c'était l'époque aussi, ça va être continué avec Dilma lors des Jeux Olympiques, lors de la Coupe mondiale de football. Et donc, au Brésil, il y a eu des demandes de main-d'œuvre. Et donc, des milliers de gens sont partis au Brésil. C'était près de 550 000 en tout, rien que dans la région de São Paulo. Au Chili, c'était le gouvernement de Bachelet. Sous le gouvernement de Bachelet, d'abord, pour faire très vite, il y a une demande de main-d'œuvre essentiellement dans les industries qui exigent beaucoup de main-d'œuvre, notamment dans la production agricole, où les Chiliens étaient moins disponibles. C'était une main-d'œuvre saisonnière qui venait de Bolivie ou du Pérou, main-d'œuvre régulière qui faisait l'aller-retour. Or, à partir des transformations en Bolivie, il y a eu beaucoup moins de main-d'œuvre à venir.
on a fait appel à cette main-d'œuvre haïtienne, mais qui était dans une situation très précaire, c'est-à-dire c'était une main-d'œuvre temporaire, qui n'avait des papiers de façon, je dirais, très limitée. À partir du moment où il y a eu la pandémie, avec tous les problèmes que cela implique, tous ces gens qui se retrouvaient pratiquement au chômage, parce qu'on a vu sur les statistiques de transfert de fonds, ça c'est notre problème important, que le Chili avait déplacé vite le Canada. Les États-Unis, ça représente 76% des transferts de fonds vers Haïti. Et le Chili rapidement a pris la deuxième place sur les transferts de fonds vers Haïti. Et tous ces gens qui étaient partis, face avec l'arrivée de Biden, ont lu, peut-être il y a aussi le rôle de passeur, il y a tout cela, et ont commencé ce que j'appelle presque une longue marche. Ils ont traversé à pied, en autobus, depuis le Chili, depuis le Brésil, pour arriver face au Darien. Au Darien, il y a eu un stop, mais pour ceux qui connaissent cette région, le Darien, c'est peut-être la jungle la plus difficile à traverser et la plus dangereuse. Ah oui. On a des témoignages de ces gens-là qui sont arrivés dans des conditions extrêmement précaires. Du Darien, ils doivent traverser le Panama, le Costa Rica, l'Amérique centrale, pour arriver à la frontière du Mexique. C'est 2000 km. C'est plus de 2000 km. Oui. Le Mexique a laissé une porte ouverte, il pouvait traverser. Actuellement, je pense que je vous en ai parlé récemment, je suis en train de traduire un livre de Margarita Vargas, qui est de l'Université nationale autonome du Mexique, ça s'appelle Fronteras y Migración, Frontières et Migration, qu'elle a fait sur les réfugiés de Tijuana. Mais il y avait aussi à Tapachula, c'est-à-dire à la frontière du Guatemala, d'autres camps. Quand il y a eu, est-ce que ce sont des passeurs, bon, il y a toutes sortes d'hypothèses sur cela. Hein. Il y a d'hypothèses que on a agité le fait qu'on a agité que les États-Unis allaient s'ouvrir. Et donc, les gens sont partis en masse parce que, vers quelque part où ils auraient une situation régulière. Et donc, il y a eu ces images terribles, ces images, si vous les avez vues, sur le pont au Texas, qui ont obligé les États-Unis à agir d'une certaine façon. Mais il y a aussi quelque part cette question migratoire qui est agitée comme une question politique par le Parti républicain vis-à-vis du Parti démocrate. Et il y a, pour conclure aussi, le fait que Daniel Foote, qui avait été l'envoyé, un ancien qui avait été à l'ambassade américaine en Haïti en plusieurs fois, Daniel Foote avait été envoyé comme envoyé spécial du département d'État en Haïti, et de Biden, pas du département d'État. Et M. Foote, c'est lui qui a le premier jeté un pavé dans la mare en disant c'est votre politique qui a conduit à cette situation. Mais à quoi jouent les Américains? À quoi jouent-ils? À quoi Blinken s'est excusé là, pour l'histoire des cavaliers, des gardes frontières là, qui ont asséné des coups de fouet à tous les migrants qui allaient chercher de l'eau, qui traversaient le Rio Grande, chercher de la nourriture pour ramener à leur famille. Il s'en est excusé. Il y a Biden récemment qui a dit terminer le flirt avec les dictatures en Haïti. Ça, c'est la parole de Joe Biden. À quoi jouent les Américains? À quoi jouent-ils? Ce matin, dans le journal de Montréal, je pense qu'il y avait un article en disant Haïti et Cuba. Le type, il dit, si ce gouvernement, et ça, on doit nous aussi au Canada peut-être faire la lumière sur cette question. Comment se fait-il que depuis l'élection, ou sélection, je ne sais plus, de Michel Martelly en 2010, qu'il n'y ait pas eu, et surtout avec le gouvernement de Jovenel Moïse, qui en 3 ans n'a fait aucune élection, a dissous pratiquement toutes les institutions publiques, depuis la Cour suprême, donc la Cour de tribunal de cassation, n'a pas réalisé aucune élection au niveau de la magistrature, au niveau des maires, et donc a gouverné par décret. Comment se fait-il qu'il n'y a aucune déclaration alors qu'on se gargarise sur des questions de la démocratie, de la représentativité? Il dit, imaginez simplement, ce serait Cuba, ce serait Venezuela, et on a un double discours. On a un double discours, que ce soit au Canada, mais que ce soit aussi, et surtout aux États-Unis, parce que je crois que ceux qui déterminent le jeu politique en Haïti, ce sont les Américains. Ne nous faisons pas de doute là-dessus. Les autres peuvent suivre ou peuvent nuancer, mais ce sont les Américains qui définissent le jeu politique.
Or, nous avons une responsabilité aussi. C'est-à-dire les États-Unis, le Canada et la France, ce sont eux, sur le plan de la sécurité, qui ont participé à la création d'une police qu'aujourd'hui, on sait que pour l'essentiel, elle est alliée aux gangs. Un ancien policier disait qu'effectivement, dans la question des kidnappings, 75% des policiers doivent être impliqués. Oui. Donc, il y a déjà cette question. Non, Henri est médecin. C'est un neurologue. Il est neurologue. Alors, peut-être il est schizophrène entre la politique et parce que, paraît-il, enfin, j'ai parlé à un ami, il a opéré sa femme, il me dit c'était un excellent médecin. Donc, on a ce pays qu'il faut éviter les médecins au pouvoir, parce qu'on a eu Duvalier, on a eu Henri, donc peut-être qu'il faudrait les éviter. Le plus important, soigner dans son pays en ce moment. Oui. Dans son pays. Et que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de neurologues, il aurait dû rester dans son ancien métier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous avons à nous interroger sur comment cette police, comment le système de justice est extrêmement corrompu, alors que nous avons participé, je dis nous, globalement, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, dans la formation des juges. Il faut quand même réanalyser pourquoi ça n'a pas marché. Donc, ce sont des questions importantes. Maintenant, sur la question des réfugiés, je crois que les réfugiés qui sont arrivés aux États-Unis ne venaient pas d'Haïti, pour l'essentiel. Ils sont le produit de réfugiés qui étaient en Amérique latine, qui, avec la crise actuelle, se sont dirigés. Et je pense que les États-Unis doivent avoir négocié avec le Mexique, parce que, bon, moi, comme j'avais enseigné à l'UNAM, j'ai maintenu énormément de contacts. Mon centre a des relations avec l'UNAM et avec des chercheurs qui travaillent sur les questions migratoires. Et là, on voit que le Mexique est en train de dire peut-être on va légaliser les Haïtiens. Évidemment, c'est un chiffre pour un pays de 125 millions d'habitants. On parle de légaliser 20 000 personnes, donc ce n'est pas un chiffre énorme. Je vais terminer là-dessus. Est-ce que vous vous interdisez de retourner en Haïti ou vous êtes interdit en Haïti? Non, je ne suis pas interdit. Non, je ne suis pas interdit. Il faut comprendre, il y a un désordre absolu. Il n'y a pas de capacité. Vous savez, moi, quand je suis retourné en Haïti, c'était à la chute de Duvalier. 15 jours après, nous étions, d'ailleurs, il y avait quelqu'un de l'UQAM ici, avec Carrie Hector. Moi, à l'époque, j'étais chargé de quoi à l'UQAM. On était, une cinquantaine dans l'avion. Et quand on est descendu, les militaires étant encore là, ils ont voulu utiliser l'ancienne loi qui demandait que vous aviez un visa pour entrer. On leur a dit, arrêtez-nous, si vous voulez. Mais là, ce pays avait changé. Je crois que l'État n'a aucune capacité de contrôle de rien du tout. Des fois, je disais au type, mais enfin, vous nous faites remplir un papier, mais il faut quand même que ce papier soit traité à l'informatique pour dire... et je ne crois pas qu'il y avait personne pour analyser les papiers que vous... Et ça ne servait même pas pour le tourisme. Auparavant, ça servait sous les Duvalier à contrôler les gens qui rentraient dans le pays pour savoir les lieux d'opposition. Si vous veniez de Montréal, vous étiez plus suspect que si vous veniez de Miami. Mais aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien parce qu'il faudrait tout un appareil pour traiter ces informations. Or, ni la police ne l'a. Moi, mon grand souci, c'est que vous êtes en face aussi, face aux gangs, d'effondrement de ce qui reste de la police. Et donc là, quand vous aviez eu la crise de l'essence, que j'ai suivi attentivement, c'est-à-dire qui existe encore, que c'est un chef de gang, M. Barbecue, qui dit, alors que on avait envoyé une mission gouvernementale, parce que les 2 zones de présence des réservoirs d'essence sont à la fois à Vareux, donc c'est près du port de Port-au-Prince, et à Martissan. Ce sont 2 zones portuaires. Or, c'est M. Barbecue qui dit, je vais donner l'essence, mais je le donne pour une semaine. Et je vais le faire délivrer. Or, tout ça est fait avec des conditions qui sont problématiques. L'essence ne se retrouve pas, pour l'essentiel, dans les stations-service. L'essence est vendue en bidon dans la ville, avec tous les risques d'incendie. On a eu plusieurs cas d'incendie dans ce cas-là. Donc, on se rend compte que M. Henry ne gouverne rien. Et que même pour vous rendre à la capitale, au centre-ville, il y a toujours un risque d'être kidnappé. En fait, il faut peut-être négocier. Il négocie plus avec les gangs. C'est ce que le président dominicain il a dit. Il a dit, bon, à l'international, il faut faire quelque chose. Mais après, il a écrit, il a dit, mais on nous dit qu'il faut négocier avec Haïti. Mais il dit, avec qui on va négocier?
Avec qui? Parce qu'avec les gangs, avec qui? Peut-être, Franz Walter, allez-vous découvrir quelques pistes de solutions avec les autres participants? Alors, je laisse la parole à Martine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Franz Walter. Merci François. Bonjour. Monsieur de Rome, Monsieur Voltaire, merci beaucoup. Pour moi, sur un point de vue personnel, c'est vraiment un honneur et un privilège de partager cette journée avec vous. Monsieur Voltaire, je pense que c'est très à propos que cet événement se passe dans une université parce que vous venez de nous donner une classe de maître. Et d'ailleurs, vous serez disponible à répondre à quelques questions après l'entretien. Ambassadeur, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter. Alors aujourd'hui, au panel, nous aurons l'ambassadeur Henri-Paul Normandin et nous aurons aussi directement d'Haïti, Rachel Magloire. Alors si vous permettez, je vais vous présenter. Henri-Paul Normandin a été ambassadeur du Canada en Haïti de 2010 à 2013, ainsi qu'ambassadeur et représentant permanent adjoint du Canada aux Nations Unies de 2006 à 2010. Tout au long de sa carrière, il a occupé diverses fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères du Canada, de l'Agence canadienne de développement international et de la ville de Montréal, où il agissait jusqu'à tout récemment en tant que directeur des relations internationales. Monsieur Normandin, vous êtes aussi fellow de l'IEIM depuis janvier 2021. Vous êtes également visiting fellow au Perry World House de la University of Pennsylvania, aussi connu sur l'Université de la Pennsylvanie, tout simplement. Et est-ce qu'on la voit, Rachel Magloire? Pas encore, on va l'attendre. Bonjour, Madame Magloire. Bonjour. Bonjour, vous permettez, je vais vous présenter. Allez-y. Alors, vous êtes née en Bonjour Haïti. tout le monde. Oui, vous êtes née en Haïti, Rachel Magloire, et vous avez grandi et étudié ici chez nous au Québec. En 1987, alors que vous êtes jeune diplômé, vous retournez en Haïti. Vous travaillez d'abord comme reporter, et puis ensuite, vous avez eu une expérience à la télévision nationale comme rédactrice en chef, puis comme directrice de l'information. Depuis 1995, vous réalisez des documentaires au sein des productions Fanal, société que vous avez cofondée avec Karl Lafontaine. En 2002, vous partez 2 ans en République démocratique du Congo pour Radio Okapi. C'est le célèbre réseau fondé par les Nations unies et par la Fondation Hirondelle pour la liberté d'expression. Après le tremblement de terre de 2010, vous animez la caravane Cinéma sous les étoiles qui offre aux populations sinistrées des centaines de projections et des ateliers vidéo. Et en 2013, votre film Deported, que vous avez co-réalisé avec Chantal Regnault, est sacré meilleur documentaire au Festival Vue d'Afrique de Montréal. Jamais trop tard pour vous féliciter, alors encore une fois, bravo. Et parmi vos récents projets, mentionnons notamment le documentaire historique sur le duvalierisme, Cimetière Camoquin. Madame Magloire, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour, merci pour la présentation. Et le documentaire est encore un projet, de même qu'un autre sur, d'ailleurs, Franz Voltaire a parlé de ça tout à l'heure, sur un personnage politique important du XXe siècle qui est Dumas estimé. Et ce sont 2 projets qui sont en chantier pour le moment. On a hâte de les voir et on a hâte de vous recevoir à Montréal pour que vous puissiez les présenter en personne. Mais oui, moi aussi. Vous êtes Rachel Magloire, présentement en Haïti. Décrivez-nous un petit peu la situation aujourd'hui. Comment ça se passe? Bon, la situation aujourd'hui est extrêmement difficile et chaotique. Moi, je peux dire que personnellement, je suis retourné en Haïti depuis 1987 et c'est la première fois que j'ai un peu peur dans les rues. Ça ne m'était jamais arrivé parce qu'on a perdu, c'est comme si on avait perdu les clés de ce qui se passe, quoi. On ne comprend plus ce qui se passe
les rapports de force sont débalancés, ils sont et surtout, je pense qu'ils sont très faussés par des acteurs extérieurs qui ont des positions qui ne correspondent à aucune réalité ici. Je cite un exemple, Mme Aline, qui, comme l'avait dit Franz, a salué la création du G9, qui est une fédération de gangs armés coupables de nombreux crimes et qui avait été saluée donc, par la mission des Nations Unies comme un pas positif et qui aurait contribué à réduire la violence. Alors que c'était déjà faux à l'époque, parce que certains gens de ce G9 étaient responsables de massacres déjà, et modernes dans les dernières années, dans les quartiers populaires comme La Saline, Bel-Air. Et donc, comment est-ce qu'on est en train de jongler avec un gang armé, avec une fédération de gangs armés qui ont une forme de légitimité? Parce qu'ils sont impunis, ils ne sont pas arrêtés, ils circulent, ils défilent dans la rue avec les armes à la main. Et donc, nous, citoyens, comment est-ce qu'on peut se sentir dans une situation pareille? Et c'est pour décrire un peu la situation aujourd'hui, avec des difficultés de vie quotidienne extrêmes par manque de carburant. Ça veut dire que les prix augmentent extrêmement. Je viens de passer un mois à l'extérieur du pays. En revenant, j'étais sidéré de voir comment les prix avaient augmenté. Et ça veut dire que les choses ne fonctionnent pas, les bureaux ne fonctionnent pas régulièrement, les écoles ne fonctionnent pas régulièrement, les enfants vont à l'école avec des angoisses permanentes, les parents sont angoissés. En fait, nous sommes dans un système de vie actuellement, de survie plutôt chaotique. Ambassadeur Normandin, vous avez passé quelques années en Haïti, au début des années 2010. Vous écoutez cette description de Madame Magloire, d'abord, ça vous fait quoi? Et est-ce que vous reconnaissez, le pays où vous avez vécu? Je pense que ce que décrit Mme Magloire reflète effectivement la réalité. Et ça m'attriste beaucoup de voir Haïti dans cet état-là. Moi, à l'époque où j'y étais, la situation n'était pas simple au début des années 2010, après le tremblement de terre, et avec l'arrivée du choléra, tout ça, les troubles d'élection, mais quand même, c'était un peu plus stable et un peu plus organisé que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors malheureusement, la situation dans laquelle se trouve Haïti présentement est effectivement extrêmement difficile. Et bâtissant sur l'entretien entre M. Derome et M. Voltaire, et puis les commentaires de Mme Magloire, on identifie effectivement qu'il y a trois grands types de difficultés ou de défis en Haïti qui sont interreliés tous les trois. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux sécuritaires et il y a des enjeux de conditions de vie de la population, développement, situation humanitaire et tout. Ces trois enjeux-là sont effectivement reliés de près. Quand l'un va mal, s'entraînent les deux autres dans la mauvaise direction. Mais inversement, si un pouvait aller dans la bonne direction, ça pourrait avoir un effet d'entraînement sur le reste. Mais alors, présentement, effectivement, la situation est extrêmement difficile et je pense que M. Voltaire aussi a mis le point sur un enjeu clé, c'est l'extrême faiblesse de l'État, voire presque l'absence de l'État, qui, à toute fin pratique, est remplacé par des mini-États que constituent les gangs. Quand les gangs en sont rendus à rançonner les gens, à faire en sorte que si vous me payez, je vais assurer votre sécurité, etc. Je permets aux gens de passer ou de ne pas passer. Je permets aux gens de distribuer du pétrole ou non. Je pense qu'on peut appeler ça des mini-États à l'intérieur de l'État. Et le Canada est quand même un ami d'Haïti. Quels sont, ambassadeur Normandin, les outils diplomatiques qu'on peut mettre en place pour justement cette crise qui est multidimensionnelle? Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique. Parlez-nous un peu de ce que le Canada est en mesure de faire. Je crois qu'il y a quatre grands types de choses que le Canada et la communauté internationale peut faire et fait dans une certaine mesure. Dans la première catégorie, au niveau de l'action diplomatique, je crois que la priorité pour l'instant, c'est que les Haïtiens, les Haïtiennes doivent d'abord et avant tout élaborer des solutions politiques entre eux.
Et il y a d'ailleurs plusieurs initiatives à cet effet-là, dont l'initiative de la société civile. Mais ceci dit, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup d'accords, beaucoup de désaccords également. Alors, ce que le Canada peut faire, et je crois que ce que le Canada fait, c'est d'essayer d'encourager cette solution entre Haïtiens pour trouver une voie de l'avant politique. Ça, c'est donc au niveau politique et diplomatique. Sur un autre plan, bien sûr, avec les moyens financiers qu'a le Canada, on peut, et on le fait, apporter un soutien par le biais de la coopération, des programmes de toutes sortes. Et ici, je tiens à souligner qu'il y a les projets de développement que je qualifierais d'un peu plus traditionnels, aider dans le domaine de la santé, l'éducation, l'agroalimentaire et tout ça, ça se fait. Et en passant, ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que le programme de coopération canadien en Haïti demeure quand même significatif malgré les difficultés opérationnelles. Mais le point essentiel que je veux faire ici, et qui est plus politique, c'est que le programme de coopération aussi peut et a tenté et tente de construire un État et de construire cet État dont a besoin Haïti. Par le renforcement des institutions, le ministère de la Santé, etc., par les institutions de sécurité également. La PNH, on a beaucoup aidé la PNH, on l'essaie encore aujourd'hui, avec des résultats, Police nationale d'Haïti, voilà, je voulais le préciser. avec des résultats fort mitigés, j'en conviens. Mais pour que le Canada et le reste de la communauté internationale puissent aider à construire cet État, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de construire un État. Or, au fil des décennies, comme l'a mentionné M. Voltaire, cette volonté de construire l'État en Haïti, souvent, elle n'a pas été là. Et au cours des dernières années, je dois dire, évidemment, l'assassinat du président Moïse est un événement tragique, mais sur le plan de son legs politique, le président Moïse a contribué à déconstruire l'État. Alors, c'est extrêmement difficile pour le Canada et la communauté internationale de tenter de construire cet État dont Haïti a besoin lorsqu'il n'y a pas de volonté politique. On parle beaucoup de diplomatie et Madame Magloire, j'aimerais avoir votre réaction. Monsieur Voltaire, tout à l'heure, faisait référence à Daniel Foote, qui était l'émissaire américain en Haïti, qui a claqué la porte le 23 septembre dernier avec une déclaration destinée au secrétaire d'État Blinken, une déclaration assez, je dirais, directe et sans ambiguïté, dans laquelle il dit « Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés et d'immigrants clandestins vers Haïti. » Et M. Foote a aussi souligné qu'il considère ce qu'il considère être l'arrogance américaine. Il parle d'ingérence américaine. Et dans cette même note, il dit « L'arrogance qui nous fait croire que nous devrions désigner encore le vainqueur, c'est-à-dire de la prochaine élection, est impressionnante. » Il écrit aussi « Une intervention politique internationale qui a systématiquement produit des résultats catastrophiques. » Alors, c'est de mémoire la première fois qu'un fonctionnaire américain était si direct. Quelle a été la réaction en Haïti et vu votre expérience et vos connaissances, Madame Magloire, que pensez-vous de cette note de l'ancien émissaire en Haïti, Daniel Foote? Bon, la déclaration de M. Foote pourrait nous aider à faire tomber les masques, mais malheureusement, il a été mis de côté. Et dans cette crise, tous les gens qui disent la vérité sont mis de côté. Il y a par exemple un commissaire du gouvernement récemment qui a menacé de couper les comptes sociaux, des réseaux sociaux de certaines personnes violentes. Il a été révoqué le lendemain. M. Daniel Foote a dit, ce que nous disons tout le temps, c'est que les élections et de Martelly et de Jovenel Moïse ne représentaient pas le vœu de la population. Il a confirmé ça parce qu'il a dit que c'est eux qui ont choisi. Il a été mis de côté. M. Daniel Foote a essayé d'ouvrir un dialogue conséquent avec ce regroupement de gens de la société civile et de certaines organisations politiques, les structures de la société, et qui sont regroupés autour d'un document qui s'appelle l'accord de Montana. Mais personne, en fait, à part M. Foote, ne s'est parlé à ces gens-là. Et c'est ça qui est l'incohérence. M. Normandin vient de parler du manque de volonté politique de construire un État. Je vais vous parler aussi du manque de volonté de la police de rétablir un climat de sécurité. Mais quand on les aide, malgré tout, quand on aide ces gens qui ne veulent pas faire un État à faire un État, quand on aide cette police qui ne veut pas mettre de la sécurité à mettre de la sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On les aide à faire ce qu'ils veulent faire qui est contre nos intérêts. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
peut-être qu'on pourrait arrêter. On pourrait arrêter et essayer de trouver une autre façon de faire parce que cette façon de faire ne fonctionne pas. Les résultats ne sont pas là. Au contraire, plus on aide, plus l'État s'affaiblit. Plus on aide, plus la police s'affaiblit. C'est pas avec on n'a pas un problème de blindés. On est en train de vous donner des véhicules à la police, de donner des blindés. Mais ce n'est pas un problème de blindés que nous avons. Ils ont envoyé plein de blindés au village de Dieu où il y a les bandits. Mais les blindés ont été détruits par les bandits et personne ne peut sévir contre eux. Donc, il faut d'abord arrêter d'aider des gens qui ne sont pas là pour aider la population, pour soutenir la population, pour accompagner la population. L'accord de Montana a établi certains préalables qu'il nous faudrait avant d'aller vers des élections ou vers quoi que ce soit d'autre. Et il me semble que c'est des points importants, mais malheureusement, la diplomatie internationale préfère continuer à parler avec M. Henry, qui est actuellement en poste. Mais il n'est pas en poste parce qu'il a été élu, il n'est pas en poste parce qu'il a été choisi par des coalitions, il est en poste parce qu'il a été reconnu comme tel par un tweet du Core Group, qui est un regroupement de pays qui sont des amis, les amis d'Haïti. Donc c'est ça, alors où est-ce qu'on peut aller comme ça? La diplomatie, malheureusement, puisqu'elle doit faire affaire avec des autorités en place, mais les autorités en place ne sont pas légitimes. Les autorités en place ne contrôlent pas la situation parce que M. Henry ne contrôle rien du tout. Ils ont fait un cinéma hier pour qu'il puisse rentrer au Palais national, où d'ailleurs il n'a même pas de rôle puisqu'il n'est pas le président. C'est pas cette fonction qu'il occupe. Mais ça n'empêche pas que c'est avec lui que les gens parlent. Donc où est-ce qu'on va aller avec ça? C'est lui qui a la légitimité et on est en train de noyer tous les efforts qui sont faits depuis des mois, pas même depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, la société civile et certains regroupements, structures politiques travaillaient depuis le mois de janvier pour trouver une solution, une alternative, parce qu'il y a toute une partie de la société, des structures comme l'Église, enfin beaucoup de structures qui avaient reconnu que le mandat de Moïse venait à bout le 7 février dernier. Donc, quand il a été assassiné, sa légitimité était déjà en question. Parce qu'il y avait beaucoup de secteurs qui avaient dit que son mandat était déjà terminé, qu'il prenait un an de une année. Ce sont des discussions légales, constitutionnelles, tout ce que vous voulez. Mais il y avait ce débat-là en place. Et à ce moment-là, la société civile a commencé à travailler sur comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation-là. Mais ces gens sont mis de côté systématiquement. Alors qu'ils représentent une voie. Et on ne peut pas sortir de cette situation-là par des impositions, ni par les étrangers, ni par les Haïtiens. Ça doit être un travail de concertation, de savoir c'est quoi les intérêts, parce qu'il y a des intérêts en jeu. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, sinon on ne va pas pouvoir trouver une solution à la crise. Actuellement, il y a énormément de partis qui se sont achetés. La corruption est vraiment extraordinaire, qui sont achetés et qui se sont associés avec M. Henry. Mais ce n'est pas ça qui donne de la crédibilité à ce qu'il fait. Et le résultat, il est là, c'est que malgré tout, la violence continue dans les rues ne sont pas sécures, il y a des activités qui sont annulées parce qu'il y a des quartiers qui sont devenus absolument... Des quartiers résidentiels où est-ce que les gens se baladaient, pouvaient marcher, comme à Paco par exemple, ou bien à Babiole, M. Normandin connaît ces quartiers, on pouvait marcher, circuler tranquillement. Même ces quartiers sont devenus dangereux. C'est là qu'il y a toutes les activités culturelles et les activités sont annulées parce qu'il y a eu des enlèvements. On peut parler des fois de 10 enlèvements dans une seule journée. Alors, c'est ça que c'est difficile. Si vous permettez. Oui, M. Normandin, vous vouliez ajouter? Oui, je pense que Mme Magloire, à sa façon, met le doigt sur le dilemme auquel fait face la communauté internationale. Parce que, comme il a été mentionné, les autorités politiques en place n'ont que peu de légitimité, si on peut dire ça ici, et de volonté d'aller dans la bonne direction. Et les efforts qui ont été faits pour travailler avec ces autorités et construire cet État, les résultats ont été très mitigés, j'en conviens tout à fait. Mais la question est, quelle est l'alternative pour le Canada ou la communauté internationale? L'alternative, c'est de ne pas travailler avec l'État, ne pas travailler avec les institutions de sécurité, et alors quoi? Alors on tombe un peu dans l'autre problème qui est la République des ONG.
dont on a souvent été accusé. Alors là est un peu le dilemme. Je pense que ce qui est difficile pour la communauté internationale, c'est d'essayer de voir comment on peut construire cet État, construire des institutions démocratiques et les institutions qui viennent avec, dans un contexte comme celui qu'on connaît en Haïti. Mais alors, une question pour vous deux, et d'abord, j'aimerais avoir une réponse de votre part, Madame Magloire. En absence de ce financement, si on veut, de cette aide financière venant de pays comme le Canada, que peut faire la diaspora, surtout canadienne, mais la diaspora haïtienne qui envoie des milliards de dollars par année en transfert? Je fais partie de cette diaspora. Je veux aider au-delà des transferts. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment est-ce qu'on peut devenir de vrais alliés? Bon, c'est difficile de répondre à cette question de façon claire. Je pense que la diaspora doit continuer à aider les gens qu'elle connaît parce que c'est une bouée de sauvetage, quoi, une bouée de sauvetage qui fait qu'il y a un peu d'argent qui circule. Il y a des gens qui arrivent à payer l'école, à payer un médecin, à répondre à certains besoins. Ils construisent des maisons ici, ça fait du travail. Mais ça, ce sont des initiatives individuelles. Mais dans les circonstances actuelles, il est très difficile d'avoir une initiative autre qu'individuelle parce qu'il n'y a pas d'État pour la recevoir, justement. Comment est-ce que moi, je pense que la diaspora, qui comprend par exemple énormément de retraités aujourd'hui, qui veulent revenir en Haïti. Je rencontre quand je vais dans ils retournent surtout dans les villes de province quand ils viennent d'une ville de province, ils veulent s'installer, ils veulent aider, ils ont du savoir-faire, ils ont du temps, et ils ont beaucoup d'expérience, mais ça devrait être organisé. Et organisé d'abord par les Haïtiens. Malheureusement, il n'y a pas de... Ça devrait être l'État, quoi. Il n'y a pas d'État pour le faire maintenant. Donc, on ne va pas faire quelque chose de mal. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'alternative? L'alternative, en tout cas, ce n'est pas de continuer à faire ce qui ne marche pas. On peut décider de ne rien faire aussi, des fois. Peut-être que de ne rien faire, ça peut provoquer des changements. Ça peut se faire à des niveaux individuels. Quand il y a une famille qui a un problème avec un de ces individus, on arrête de l'aider. Il va être obligé de se débrouiller. Peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau. Je ne suis pas une politicienne, une spécialiste des affaires politiques, mais je pense qu'il faut arrêter de faire les choses qui ne marchent pas. Quand vous savez, tout à l'heure, François Voltaire parlait d'Estimé. Moi, je travaille actuellement sur cette période. Qu'est-ce que Estimé voulait? Lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'on reconnaisse Haïti comme une nation, comme toutes les autres. Les années d'Estimé, c'est le début de la coopération internationale. C'est en Haïti qu'a eu lieu la première mission des Nations Unies, qui venait d'être formée, où Haïti a participé à la fondation des Nations Unies. Mais c'était quoi les termes de l'aide internationale à l'époque, qui se faisait d'abord sous forme de prêts? Même quand les Américains vous prêtaient de l'argent, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Je vais vous prêter de l'argent, et avec cet argent que je vais vous prêter, que vous allez me rembourser, vous allez payer des experts américains. Vous allez acheter du matériel américain. Et c'est les experts américains qui vont décider c'est quoi les priorités. Mais où est-ce qu'on peut aller avec ça? Au départ, ces entreprises-là n'ont pas été dans un sens positif pour reconnaître à Haïti le droit de décider comment est-ce que ce pays quelle route il veut prendre. Donc c'est et je pense que ça a continué, il faudrait faire des travaux là-dessus, ça a continué comme ça. Mais moi, j'étais très choqué en voyant les termes des échanges entre le département d'État américain, les autorités haïtiennes qui discutaient sur des questions d'aide, parce qu'à l'époque, Haïti payait des reliquats de la dette de l'indépendance et des centaines de milliers de dollars qui avaient été prêtés pour répondre à ses besoins par des banques privées. Et c'est en 1947, sous-estimé, qu'on a décidé, on a réussi finalement à se libérer de cette dette, qu'on a payé, qu'on a remboursé. Pour la première fois, Haïti pouvait décider de ce qu'elle pouvait faire et elle a investi beaucoup dans l'éducation parce que c'est une question fondamentale. Et l'éducation, ce n'est pas seulement pour les malheureux, c'est tout le monde qui doit être éduqué. L'élite aussi doit être éduquée à c'est quoi sa responsabilité sociale dans ce pays. On parle beaucoup de l'ignorance des pauvres et tout, mais l'élite, et principalement ça veut dire l'élite doit être mesurée à son utilité sociale. Si l'élite ne sert à rien à la société, pourquoi est-ce qu'elle doit continuer à faire des profits, à profiter de la situation comme ça? Donc c'est toutes ces questions qui doivent être posées parce qu'au départ, les bases étaient faussées. Et le coup d'État contre-estimé répondait aux intérêts de l'élite économique, de l'Église catholique,
parce que l'Église catholique contrôlait l'éducation à l'époque et voulait retirer ce monopole de l'éducation à l'Église catholique pour que les Haïtiens puissent récupérer, parce que l'éducation, c'est important, c'est comment on se voit, c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre chemin, par où on est passé, c'est quoi un Haïtien, c'est quoi un descendant d'Africain, c'est quoi la culture des Afro-descendants, c'est quoi la culture, c'est quoi le vaudou. C'est important l'éducation pour savoir qui on est comme personne et comme société. Et ça répondait également aux intérêts de l'ambassade américaine à travers l'armée haïtienne, parce que l'armée avait été créée par les Américains et c'était l'instrument par lequel les Américains passaient pour contrôler tous les pays dans la région. Donc, ce sont des problèmes qui se posent depuis l'époque, auxquels on n'a pas répondu et qui continuent. Aujourd'hui, on paie les conséquences de tout ça, qui ont été aggravées par une dictature d'une trentaine d'années, par une sortie de la dictature très difficile, où est-ce qu'on nous a fait faire les élections d'une certaine façon, avec beaucoup d'argent gaspillé dans les élections. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement chaotique. Et je sais que qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'alternative? On ne la connaît pas encore peut-être. Mais il faut arrêter de faire ce que nous faisons qui ne fonctionne pas. C'est mon opinion personnelle. Monsieur Normandin, Madame Magloire a utilisé l'expression responsabilité sociale. Et cette responsabilité sociale fait que nous, la diaspora, on ne peut pas arrêter d'envoyer et on ne peut pas arrêter d'espérer. Moi, je m'accroche encore à l'espoir. Ça, c'est personnel. Je sais qu'il y a plusieurs dans la diaspora qui ne s'accrochent pas autant. Que dites-vous aux Canadiens d'origine haïtienne qui souhaitent aider, qui souhaitent voir les... Est-ce qu'on peut compter sur le Canada, vous croyez? Le Canada qui a été assez discret, pour ne pas dire timide. Au niveau de la diaspora? Au niveau de l'aide à Haïti, de la contribution de... Bien, au niveau, en fait, deux choses. Au niveau de l'aide à Haïti, le Canada a été quand même, a apporté beaucoup. Depuis, je ne veux pas vous ennuyer avec les chiffres, mais depuis 2010, je pense qu'on a déboursé 1,5 milliard de dollars pour aider Haïti. Moi, j'étais là à l'époque, tout juste après le tremblement de terre, où là, la taille du programme de coopération était énorme. Et encore aujourd'hui, elle demeure substantielle. Nous sommes, en Haïti, le deuxième bailleur de fonds après les États-Unis. Et même à l'échelle canadienne, parmi les programmes qu'on a un peu partout, en Afrique, en Asie, etc., le programme pour Haïti de coopération demeure un des grands programmes que nous avons. En ce qui touche la diaspora haïtienne, moi, j'ai vu, pendant que j'étais en Haïti, j'ai vu de nombreux membres de la diaspora haïtienne au Canada apporter des contributions en Haïti. Comme Mme Magloire le souligne, la plupart du temps, ce sont des contributions individuelles. J'ai vu des médecins, entre autres, faire du travail bénévole en Haïti, puis avoir un impact, à défaut d'avoir un impact structurant, d'avoir un impact sur des gens, sur des communautés, et tout ça est très positif. Alors moi, ce que je constate, c'est que les gens de la diaspora québécoise qui veulent s'impliquer, s'impliquent et apportent une contribution sans passer par le gouvernement canadien. Et ces personnes-là le font d'elles-mêmes. Mais comme le soulignait Mme Magloire, ce sont souvent des initiatives individuelles. Il y en a peut-être quelques-unes d'exception qui sont plus structurantes, et je pense en particulier au travail qu'a fait le GRAN et le Dr Samuel Pierre avec l'éducation dans le nord d'Haïti, où on a vraiment tenté là, de structurer quelque chose. Ça, c'est un projet très ambitieux qui a amené certains résultats, et puis qui, s'il réussit, à terme, peut vraiment apporter quelque chose de durable. Si vous permettez, je vais aussi parler de la Fondation Campé, qui, depuis 10 ans, fait un travail remarquable sur le plateau central. On a ici, je dois le saluer, Fritz Louis, qui est notre directeur sur le terrain. Et depuis 10 ans, nous accompagnons des familles haïtiennes, et c'est micro parce que c'est très petit, mais je pense que quand je parlais de timidité du gouvernement canadien, je ne parlais pas en termes d'accompagnement financier, mais plutôt le gouvernement présent que je trouve s'impose très peu de manière morale, je dirais. Je termine mon éditorial. Et moi, je ne parle plus au nom du gouvernement canadien. Non, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas vous mettre, dans ça. Mais en parlant de conflit, Haïti se trouve présentement en plein milieu d'un conflit sino-américain, si on veut. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous faites référence évidemment aux enjeux avec la Chine et Taïwan. Enfin, quelques remarques là-dessus.
Il faut savoir que, bon, Haïti entretient des relations diplomatiques avec Taïwan depuis 1956. Et puis, bon, vous connaissez les enjeux entre la Chine et Taïwan et la lutte pour la reconnaissance diplomatique. Il y a quelques années, il y avait 23 pays qui reconnaissaient Taïwan plutôt que la République populaire de Chine. Il y avait eu une trêve pendant une certaine période entre les deux. Mais depuis 2016, avec l'élection de la présidente Tsai à Taïwan, la lutte a repris de plus belle. Et au cours des dernières années, la République populaire de Chine est allée retirer des pions, si je peux dire ainsi, à Taïwan. Il y a 8 pays qui ont changé d'allégeance au cours des dernières années, passant de la reconnaissance de Taïwan à la reconnaissance de la République populaire de Chine. Parmi ces pays, le voisin d'Haïti, la République dominicaine, en 2018. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, panique du côté de Taïwan. On s'est dit, là, il faut vraiment protéger notre reconnaissance avec Haïti. Et du côté d'Haïti, on s'est dit, bien, c'est une belle occasion de faire monter les enchères. Alors, donc, le président Jovenel Moïse qui va visiter Taïwan, la présidente Tsai qui vient visiter Haïti. Et c'est la situation depuis un bon moment. Maintenant, plus récemment, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont reproché à la Chine de tenter de faire pression sur Haïti par le biais de la diplomatie des vaccins. Je ne sais pas dans quelle mesure cette tentative était sérieuse, mais en tout cas, ça n'a pas donné de résultat. Donc, pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Il y a quand même, la Chine maintient quand même une représentation commerciale en Haïti, mais voilà, ça c'est le statu quo. L'autre enjeu, le dernier point qu'il faut savoir, c'est que au Conseil de sécurité récemment des Nations unies, lorsqu'il a été le temps de renouveler le mandat de la mission politique en Haïti, la BINU, il y a eu beaucoup de bisbilles et essentiellement, les Chinois ont décidé de faire payer Haïti, si je peux dire ainsi, ne voulaient pas reconduire la mission de la BINU. En tout cas, il y a eu beaucoup de négociations. Finalement, on a trouvé un compromis, mais simplement pour souligner qu'effectivement, il y a un enjeu là, géopolitique également qui se joue en Haïti. Est-ce que vous savez qu'en Haïti, beaucoup de gens espéraient que la BINU ne serait pas renouvelée? Ah oui, ça, que la Chine allait réussir, la Chine allait réussir à la bloquer. Haïti, c'est la réalité. Oui. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que, pour revenir à ce que vous disiez plutôt, Martine, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Haïti qui font des choses intéressantes, qui font des choses utiles à la société. Et on peut les aider aussi. On n'est pas obligé de sortir de l'aide internationale des groupes d'État à État pour tomber dans la République des ONG. Entre les deux, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Moi, quand je suis arrivé en 87 en Haïti, il y avait énormément de grandes ONG haïtiennes qui travaillaient dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de la santé. Tout ça s'est disparu, remplacé par les ONG. Les gens qui travaillaient là-dedans sont partis, sont au Canada, beaucoup sont au Canada, ils sont aux États-Unis, quelques-uns en France et ailleurs. Ou bien ils travaillent pour les organisations internationales parce que il y a eu tout un retournement parce que finalement la coopération internationale doit inclure les ONG. Il y a des intérêts là-dedans. Et comme les internationaux défendent leurs intérêts, mais nous, il n'y a personne qui défend nos intérêts, on va toujours sortir perdant des rouages qui passent par ce chemin-là. Malheureusement, c'est comme ça parce que nous ne défendons pas nos intérêts. Les gens qui nous représentent dans les instances ne défendent pas nos intérêts. Ils défendent leurs intérêts. Et il y a maintenant un dossier fondamental, emblématique, qui est le procès Petro-Caribé, qui est à l'origine de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, parce que en 2018, quand les jeunes ont gagné les rues pour demander des comptes pour le détournement de fonds à partir des fonds Petro-Caribé, on pourrait retourner plus loin aussi des fonds de 2010 à travers le CIRH. C'est ça qui a bloqué tout, parce que les gens au pouvoir ne veulent pas qu'il y ait un procès Petro-Caribé. Ils sont impliqués. Donc, tant qu'on les laisse là, par exemple, le ministre de la Justice actuel, vous savez qui il est? C'est le ministre, c'est l'avocat du Premier ministre. C'est son avocat personnel. Le Premier ministre, M. Ariel Henry, son nom est cité dans l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, il faut arrêter de faire comme si on ne savait pas tout ça. Et continuer, parce que les Haïtiens sont très forts à faire du cinéma, pour faire de la mise en scène, faire croire que ici et là-bas. Alors, il faut arrêter de faire comme si on ne sait pas que c'est du cinéma. Parce que c'est la réalité. Le ministre de la Justice qui est là aujourd'hui, alors qu'il y a un président qui a été assassiné, il y a une enquête qui est supposément en cours, il a choisi comme ministre de la Justice son avocat personnel.
ça ne fait pas très sérieux, quoi. Et Alors, les enjeux internationaux, géopolitiques, on sait très bien que Haïti a un vote important, c'est un des votes qui reste fidèle aux Américains sur les questions du Venezuela, du Nicaragua, de la Chine, de Taïwan, et ils tiennent à avoir ce vote-là. Le monsieur qui était le responsable de la police, qui a échoué totalement les 2 dernières années, monsieur Léon Charles, vous savez où est-ce qu'il est maintenant en poste? Il est retourné à l'Organisation des États américains pour représenter Haïti. C'est là qu'il était avant. Oui. Donc, c'est ça la réalité. Et ça me fait mal quand je vois qu'on continue à faire comme s'il n'y avait pas tout ça et qu'on ne savait pas tout ça. On va chercher à se dépêtrer pour trouver une solution dans ce marasme-là. Il n'y aura pas de solution. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que les Haïtiens soient impliqués et soient d'accord pour embarquer dans un chemin qui va être long de toute façon et difficile. Madame Magloire, en terminant rapidement, parce qu'on n'a pas l'opportunité de vous entendre tous les jours, parce qu'on n'a pas accès à Monsieur Normandin tous les jours, on compte sur les médias. Et selon vous, est-ce que la couverture médiatique d'Haïti est juste et suffisante à l'international? Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts, mais c'est toujours dans le sensationnalisme. Barbecue, le chef de gang, le chef de la fédération est passé dans beaucoup de médias comme un révolutionnaire maintenant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Le regard est faussé à travers ce qui se dit dans la presse internationale, malheureusement. C'est bon, même s'il y a des gens qui font du bon travail et qui essaient de raconter ce qui se passe. Merci beaucoup. Ils se connaissent. Merci beaucoup, Madame Magloire, pour ce témoignage et cette éducation. À vous aussi, Monsieur Normandin, merci beaucoup. Nous allons... il y a l'ambassadeur du Canada en Haïti, l'ambassadeur Carrière, qui va s'adresser à nous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Ah, excellent, merci beaucoup. Bien, écoutez, je n'ai pas préparé une grande allocution ou un grand discours. J'aimerais peut-être plutôt réagir à certains des propos, puis surtout laisser de l'espace pour les questions, la discussion. Je vois qu'il y a déjà des questions qui apparaissent dans le chat. Le Canada est présent en Haïti. La solidarité des Canadiens envers le peuple haïtien est inébranlable. Ça, je pense que c'est important de commencer en rappelant ça. Solidarité avec le peuple haïtien. On a un programme d'aide, Henri-Paul en a parlé un peu, qui est considérable. Ces années-ci, c'est environ 100 millions annuellement. Il y a de l'aide bilatérale, il y a de l'aide multilatérale. On travaille en gouvernance, on travaille en sécurité avec la PNH, on travaille en éducation, on travaille aussi en agriculture, en environnement, sur l'accès au marché, sur la formation. On travaille beaucoup en santé maternelle et reproductive, avec une multitude de partenaires, des agences d'exécution des agences des Nations Unies, mais aussi des partenaires de la société civile en Haïti et au Canada. Il y a une conférence internationale qui est prévue vers la fin janvier pour répondre au tremblement de terre d'août dernier. Le Canada va répondre présent, comme d'habitude. Les questions que Mme Magloire soulève sur l'efficacité de l'aide, Henri-Paul a parlé de la République des ONG. Si j'enlève mon chapeau d'ambassadeur, je mets mon chapeau de politologue. Malheureusement, je ne suis pas à la l'UQAM, je suis à l'Université Laval, je suis désolé. Mais je suis quand même politologue. Je me pose les mêmes questions. Beaucoup de gens se posent ces questions-là. Il y a des montagnes d'études et d'articles qui ont été écrits là-dessus. Et oui, effectivement, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut arrêter de faire les choses qui ne marchent pas, ça c'est clair. Mais par ailleurs, tout arrêter, pour moi, c'est inconcevable. On a en Haïti 4,5 millions de personnes qui vivent en situation de crise humanitaire selon les standards des Nations Unies. Alors, c'est presque la moitié de la population. Donc, pour moi, il est inconcevable d'arrêter la coopération canadienne en espérant que ça donne un choc au système ou je ne sais quoi. On a une élite économique et une classe politique qui sont responsables de la crise, clairement. Ça, on le dit publiquement. La ministre Joly, le premier ministre Trudeau sont très engagés sur ces questions. Le premier ministre Trudeau en a parlé avec Joe Biden il n'y a pas 10 jours. La ministre en a parlé avec Blinken aussi, avec son homologue mexicain également. Donc, on a un gouvernement qui est très engagé et qui voit 2 pistes de solutions à court terme en réponse à ce qu'on entend des Haïtiens eux-mêmes. Premièrement,
On doit aider à renforcer la sécurité. Le problème d'insécurité a été décrit par les intervenants précédents. Il est très vrai et très réel. Moi, je ne le sens pas. Moi, je suis ambassadeur du Canada en Haïti. On s'occupe très bien de moi. Mais j'ai des amis haïtiens, j'ai des relations en Haïti. Tout le monde que je connais en Haïti connaît quelqu'un qui s'est fait kidnapper. On est rendu là en termes de kidnapping. Tout le monde. Dès 8 heures le soir, les rues de Port-au-Prince, c'est pas seulement des zones rouges, mais de toute la capitale, sont désertes. Ça non plus, c'est pas normal. Je suis allé en Haïti par le passé. Il y avait de l'activité dans les rues, en tout cas passé 8 heures le soir. Donc, on sent vraiment l'insécurité est très forte. Les zones rouges, qui étaient autrefois confinées à certaines zones de Cité-Soleil, sont maintenant tout autour. On ne peut plus aller au sud. C'est rendu impossible de passer à Martissant, même en voiture blindée. Alors, imaginez-vous, pour la population haïtienne, il y a des difficultés pour sortir de Port-au-Prince de tous les côtés. Encore une fois, ça affecte les personnes qui sont les plus affectées, sont les Haïtiens et les Haïtiennes. Donc, c'est pour eux qu'il faut continuer. Donc, renforcer la sécurité. La PNH, ce n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. La crise du carburant s'est réglée en partie à cause des interventions agressives de la PNH sur les gangs à Cité-Soleil, sur Barbecue et compagnie. Il ne faut pas négliger ça non plus. Donc, il faut continuer à soutenir la PNH. Et pour ce qui est de la crise politique, il faut une solution haïtienne. Il ne faut pas, puis ça, je rejoins tous les intervenants là-dessus, je pense qu'on a une belle unanimité, là, les solutions imposées de l'extérieur, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il y a des exemples dans le passé d'Haïti, où Haïti a réussi à se relever. Franz Voltaire en a mentionné. Donc, on sait que c'est possible. Donc, moi, mon message aux autorités haïtiennes que j'ai rencontrées, je suis en poste depuis à peine 2 mois, c'est toujours le même. Dialogue politique inclusif. Dialogue politique inclusif, ça inclut toute la classe politique, mais aussi la société civile. Mme Magloire mentionnait le groupe de Montana, qui va nous amener à une solution que la communauté internationale pourra ensuite appuyer par ses mécanismes habituels. Mais il faut une solution haïtienne. M. Foote l'a dit, là-dessus, je suis d'accord avec lui. On ne va pas arriver avec des solutions de l'étranger. Je vous invite d'ailleurs à regarder le dernier communiqué du Core Group à propos de la crise du carburant il y a 2 semaines. Et je pense, en tout cas j'espère, que vous allez saisir qu'il y a là un état d'esprit où vraiment la communauté internationale, puis Core Group, c'est presque toxique comme mot, là, mais les pays représentés à Haïti, qui veulent du bien à Haïti et qui se consultent, souhaitent tous une solution haïtienne. Donc, on va continuer à encourager ça. Puis on ne va pas arriver de l'extérieur, puis dire non, on veut ci, on veut ça. Mais la crise est sérieuse. Ça a été mentionné aussi. On est dans un moment politique vraiment sans précédent avec l'assassinat du président Moïse et ce qui s'en est suivi. Crise de légitimité. Presque tout le monde que je rencontre me dit moi, je suis légitime, lui ou elle ne le sont pas, et vice-versa. Donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Je connais Haïti depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut jamais prendre les choses au premier degré et toujours faire attention à tirer des conclusions. Quand on tire des conclusions, généralement, on se trompe. Donc, Haïti est un pays incroyablement riche au plan culturel et historique. Je sais qu'il y a des solutions haïtiennes aux problèmes haïtiens et le Canada est là pour accompagner ces solutions-là. Un dernier mot peut-être, pour moi, la solution passe par les jeunes et les femmes. Je ne le dis pas parce que c'est à la mode, je le dis parce que je le pense vraiment. J'aimerais voir des gens plus jeunes, j'aimerais voir plus de femmes. J'ai été un peu déçu, je le dis à qui veut l'entendre, que le remaniement ministériel, il y a seulement une femme qui a été nommée sur 8 nouveaux ministres, si j'ai bien compté. Donc, là-dessus, c'est une préoccupation que je vais continuer de partager. Donc, j'arrête maintenant, parce qu'il reste seulement 10 minutes. Et Merci. Puis, je veux que les gens aient le temps de s'exprimer. Merci beaucoup, ambassadeur Carrière. Nous allons prendre quelques questions. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. On aurait quelques questions de la salle, mais peut-être d'abord de M. Gilles Rivard, qui est avec nous normalement sur Zoom. Donc je vais l'appeler à peut-être ouvrir son micro et sa caméra. Monsieur Gilles Rivard. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui.
Bon, alors, écoutez, mais merci de me donner la possibilité de poser ou de première question, de faire un premier commentaire. Je voudrais d'abord souligner l'admiration que j'ai pour des personnes comme M. Voltaire ou Mme Magloire qui, après autant d'années, contribuent à manifester autant d'énergie, à représenter Haïti et à défendre ses intérêts du mieux qu'ils peuvent. Je pense que c'est méritoire. Et ce qui permet à Haïti d'être encore à flot, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens de cette nature à l'étranger et en Haïti qui œuvrent au mieux-être d'Haïti. Et là-dessus, je veux lever mon chapeau. La question que je me pose, c'est Monsieur Voltaire a fait un excellent exposé sur l'origine des problèmes en Haïti. Ce que j'aurais aimé qu'on discute davantage, l'ambassadeur Carrière en a parlé brièvement, je parle, la situation en Haïti actuellement, c'est ce que je qualifierais d'une tempête parfaite. Je veux dire, tu as un président qui est assassiné, le numéro 2, qui est le président de la Cour de cassation, est mort de la COVID, le premier ministre est intérimaire, il n'y a plus du Sénat, il n'y a plus de Chambre des députés. Alors, c'est difficile de fonctionner dans ce contexte-là. Madame Magloire a dit qu'il faut arrêter de travailler avec ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne en Haïti, juste au niveau constitutionnel. Tout ne fonctionne pas. La question que je me pose, c'est l'initiative de la société civile, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec la Constitution haïtienne? La Constitution haïtienne, telle qu'elle est, comme m'avait expliqué le président Préval un jour, m'avait dit, la Constitution a été faite pour le mieux-être d'Haïti, sauf qu'on l'a rendu tellement compliqué et tellement difficile à changer que c'est comme si on l'avait mis dans un coffre-fort, on l'avait barré et on avait jeté la clé. J'avais beaucoup aimé sa formule à lui. Alors, je me dis, comment l'initiative de la société civile, dans le contexte actuel, peut arriver à changer la Constitution pour le mieux-être d'Haïti, pour remettre Haïti sur les rails, dans un contexte aussi difficile. Et comme le temps joue contre l'initiative de la société civile, est-ce qu'on peut espérer avoir un dénouement haïtien à cette situation pour au moins commencer à bâtir un pays sur des nouvelles bases? Voilà. Merci. Bon, je dirais d'abord, et ça je me rappelle avoir rencontré à l'époque M. Martin qui était Premier ministre du Canada, et je lui avais dit, mais c'est étonnant que le moment où le Canada avait pris des positions diplomatiques très importantes, c'était sous le gouvernement de M. Mulroney. J'ai dit, mais vous êtes des libéraux, et pourtant c'est... Ah, on ne me voit pas à l'écran. Ah, je suis clandestin. Donc, voilà. Donc, je soulignais que c'est sous le gouvernement de M. Mulroney que le Canada jouait le rôle que je pense que le Canada devrait jouer, celle de ce qu'on peut appeler, comme on dit en bon français, un honest broker. Quelqu'un qui peut jouer ce rôle d'intermédiaire parce que le Canada a cette possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir discuter avec les États-Unis, vu les rapports entre le Canada et les États-Unis, avec les rapports avec la France et d'autres pays, et aussi avec les Nations Unies. Maintenant, je crois que cette initiative de la société civile, ce que l'on a appelé l'accord de Montana, réunit aujourd'hui plus d'une centaine de groupes, dont des représentants même de la diaspora, qui participent à cette initiative, qui prend beaucoup plus de temps. Mais au-delà de tout, quoi qu'il y avait, et Mme Magloire l'a souligné quelque chose d'important, on fait des fois semblant qu'il existe un gouvernement. J'avais dit à M. Martin, mais en fait, il y a de fait des décisions qui sont prises par l'international. Et je vais juste raconter une anecdote. Moi, j'ai été directeur de cabinet du Premier ministre Robert Matal quand on devait négocier la transition politique à l'époque. Et on a eu cette rencontre avec la chargée d'affaires américaine, c'était Mme Vicky Huddleston à l'époque, avec des représentants de l'ambassadeur français et tout. Et à un moment donné, les gens avançaient certaines propositions. Et M. Larabure, qui était le représentant des Nations Unies, il dit « je démissionne ». Comme M. Daniel Foote, il dit « je démissionne parce que M. le Premier ministre, tout ce qu'on dit là est faux ». C'est-à-dire, en fait, on n'est pas prêt de prendre des décisions et moi, je ne peux plus participer à ce cinéma. On a eu plus tard M. Ricardo Seitenfus, brésilien, professeur universitaire au Brésil actuellement, qui était le directeur adjoint de l'OEA. Et M. Seitenfus a mené une campagne à la fois quand il a publié un ouvrage sur le fait que des élections avaient été décidées directement et
Il faut se rappeler que l'actuel chargé d'affaires américain en Haïti, c'est celui, l'ambassadeur Mertens, c'est celui qui était là à l'époque de M. Martelly, en disant « Nous savions que tout était faux ». Il a dit « Mais quand le représentant des Nations Unies à l'époque a menacé le président Préval de le déporter, il a dit « Moi, j'arrête, je ne peux plus supporter ça ». Et il a mené une campagne. Il a dit aussi, il a écrit un bouquin sur cela, sur le rôle des Nations Unies avec la question du choléra. Ça peut arriver, cette question de transmission du choléra, on le sait avec la pandémie, toute la polémique avec la Chine. Mais il a dit, mais quand même, il y a 9000 personnes qui sont mortes, il y a 90 000 personnes qui ont été affectées, et il n'y a eu aucune indemnisation pour le pays qui est le plus pauvre dans toute la Caraïbe. Il a dit, imaginez, ça sera passé ailleurs. Alors, la question aujourd'hui, pour moi, c'est effectivement d'appuyer des initiatives, parce qu'on est dans une période où il faut une transition démocratique. On ne peut pas penser qu'on va faire des élections et dans ces conditions, à la fois de sécurité, à la fois des élections qui sont mises en place par l'international qui finance les élections. Et je finis avec ça. Lors de l'élection de M. Préval, qui était là, ce second mandat, il y avait M. Brahimi qui était le représentant des Nations Unies, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, que je connaissais par ailleurs. Et M. Brahimi m'avait invité à avoir une rencontre qu'il avait avec les partis politiques et m'a posé la question suivante. Il m'a dit, mais est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer? Je lui ai dit, moi je suis contre tout financement des élections par l'international. C'est-à-dire, pour moi, les élections, c'est l'acte civique par excellence. Et Haïti ne pourra jamais dépenser des millions de dollars pour faire des élections qui sont financées par l'international. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut pas recevoir des urnes, qu'on ne peut pas recevoir du matériel, mais je crois qu'effectivement, tant qu'on est dans ce processus, et ça laisse énormément de doutes sur la légitimité des gouvernants, et parce qu'on a souligné que les États-Unis auraient envoyé des gens pour manipuler les élections, pour choisir, par exemple, M. Martelly, qui n'avait... D'ailleurs, M. Martelly, dans une déclaration filmée qui existe, il dit « Je vendais du crack aux États-Unis ». Bon, c'est surprenant, mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas quelqu'un. On peut lui reprocher n'importe quoi, mais c'est lui qui l'a dit. Alors, dans les conditions qui laissent énormément de doutes sur la légitimité de ces élections, si on reprend le même processus, eh bien, on n'en finit pas. Merci beaucoup, M. Voltaire. Avons-nous d'autres questions Nous n'avons... Il y a d'autres questions, mais mon président de CA me dit qu'on n'a plus le temps. Alors, j'aimerais remercier encore M. Derome. Monsieur Voltaire, ambassadeur normandin, un plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous. Madame Magloire et l'ambassadeur Carrière, et évidemment à vous tous d'avoir participé. Je pense que François Audet va fermer le bal. Bravo, merci beaucoup. Alors, premièrement, comme premier événement hybride, je vous remercie d'y avoir contribué constructivement. Il y a eu des petits défis technologiques, mais dans l'ensemble, on était très contents d'avoir quand même en vidéoconférence en direct de Port-au-Prince Mme Magloire et également Monsieur l'ambassadeur, Henri-Paul, Monsieur Voltaire, cher Bernard et Martine. Un grand merci pour vos contributions et l'ensemble de vos propos. Je chercherai même pas à faire de conclusion. Je crois que vous avez tous retenu la même chose que moi. Un énorme défi, un défi qui est local, un défi qui reste, dont le futur doit être haïtien, c'est ce que j'ai entendu. Par contre, je retiens ce que nos amis ambassadeurs et monsieur l'ambassadeur actuel ont bien dit, c'est que le Canada est là. Il a été là et il continuera d'être là. Il faut qu'il soit bien là, hein? Donc faire les bonnes choses aussi, c'est important. Et c'est aussi important d'arrêter
d'aider ce qui ne marche pas, Mme Magloire l'a bien dit, et d'identifier ce qui fonctionne bien. Alors, ce sera un peu mon petit résumé enfantin pour ne pas déformer l'ensemble des propos extrêmement intelligents que j'ai entendus aujourd'hui. Tout comme vous, moi, ça fait évidemment plusieurs décennies que je suis en lien avec Haïti. Ça m'a profondément touché. Vous pouvez compter sur l'IEIM, vous pouvez compter évidemment sur... camper en parenthèse, mais certainement sur l'IEIM pour continuer à manifester cette solidarité-là et à mieux la comprendre et à en faire part également plus largement à la population, à la communauté et aux médias aussi. Donc, merci d'avoir contribué à cette activité. Je vous dis à la prochaine. On prévoit nos rendez-vous Gérin la Joie en début d'année prochaine, probablement quelque part au début mars, alors où on aura peut-être aussi une autre occasion de pouvoir discuter d'Haïti aussi. Martine, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Merci, au revoir, à la prochaine.